Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Loury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Aujourd'hui, je continue mes rencontres avec des entrepreneurs installés en Mayenne grâce à Idénergie, le concours créé par Laval Mayenne Technopole en 2007. Après la genèse d'Idénergie avec Christian Travier, puis l'épisode précédent avec Toan Nguyen, c'est maintenant Xavier Rolland, cofondateur de l'entreprise Neolix, qui revient sur sa participation à la première édition d'Idénergie en 2007. Neolix, c'est une innovation de procédés et de produits, de plus dans le domaine médical. Alors au fil de la conversation, vous comprendrez le temps long et la persévérance qu'il faut pour aboutir à un tel projet. Xavier Rolland nous explique alors les enjeux d'installation d'une telle entreprise. Comment a-t-il fait pour tenir sur la durée? Quelles ont été les rencontres sur le territoire de la Mayenne? Quel a été son parcours de créateur d'entreprise? Et quelle est sa vision de l'innovation? C'est un épisode que j'ai eu l'opportunité d'enregistrer dans les locaux de Neolix après une visite détaillée de l'entreprise, que j'avais déjà eu l'occasion de visiter lors de l'installation, et j'ai été ravie de découvrir les évolutions avec Xavier Rolland. Je vous laisse découvrir notre conversation et cette aventure entrepreneuriale. Bonne écoute! Bonjour Xavier Rolland. Bonjour. Merci d'avoir accepté donc de participer au podcast LMT 25 ans. Alors c'est la première fois que je viens en entreprise pour enregistrer le podcast, je suis très contente d'avoir pu faire la visite, en plus c'était très intéressant. Merci. Et aujourd'hui nous allons évoquer ensemble votre entreprise, donc Neolix, vos liens avec la Mayenne, votre sélection au concours Idénergie en 2007, la première promotion d'entrepreneurs sélectionnée parmi 53 candidatures, comme l'a évoqué donc Christian Travier dans un précédent épisode, donc comme un signe du destin. Alors rapidement, pouvez-vous vous présenter votre parcours professionnel et votre entreprise Neolix, donc que propose-t-elle? Donc voilà, je suis Xavier Rolland, je dirige Neolix depuis 2009 puisque c'est la date à laquelle nous avons créé l'entreprise. Donc avant de créer Neolix, j'étais déjà dans le domaine médical, à des fonctions plutôt vente et marketing, de direction, donc marketing, et puis notamment dans le dentaire. Et puis donc à un moment donné, j'ai souhaité franchir le cap de la création d'entreprise, donc j'ai dû quitter déjà mon entreprise précédente, et pendant quelques années préparer ce projet avec des amis et collaborateurs et surtout cofondateurs de Neolix. Et donc voilà, en 2009, nous avons finalement créé l'entreprise à Laval. Et cette entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication par des procédés innovants d'instruments chirurgicaux dentaires, donc d'instruments dentaires innovants. Voilà donc l'activité de Neolix. Et nous avons passé 5 premières années entre 2009 et 2014 à développer notre procédé qui est unique au monde, la fabrication de limes endodontiques, c'est-à-dire des forêts pour dévitaliser les dents par électroérosion. Et en 2014, nous avons lancé notre premier produit et nous avons, après quelques années, atteint pas loin de 2 millions d'euros. C'était avant la crise du Covid. Et donc, nous sommes quand même sur une trajectoire de développement rapide, avec peut-être la parenthèse de la crise du Covid. Et comment est née cette idée de créer ce nouveau procédé? Alors en fait, avec mes collègues et cofondateurs, on était déjà dans ce domaine de l'industrie dentaire et on fabriquait ce même type, enfin pour une autre entreprise, ce même type de produit, mais par un autre procédé. Un procédé tout à fait traditionnel que toute l'industrie dans ce secteur utilise, qu'on appelle le micromeulage. Et donc tout le monde faisait la même chose. Et nous, les ingénieurs qui se sont associés à ce projet, ont eu l'idée qu'il y avait peut-être d'autres possibilités. Et comme ils étaient proches de la retraite, ils se sont dit pourquoi ne pas profiter de notre nouvelle vie à la retraite pour lancer un projet de fabrication d'instruments par un autre procédé qui aurait d'autres avantages. Et donc ils m'ont associé à cette idée au départ. J'étais enthousiaste bien sûr déjà de lancer l'entreprise, enfin l'idée même de créer l'entreprise, avec eux en particulier parce que je connaissais leurs talents et leurs capacités. Donc j'avais confiance dans leurs idées qui n'étaient pas des idées absurdes.
Et donc voilà, c'est né simplement dans la tête des ingénieurs qui étaient des chercheurs aussi dans cette entreprise précédente, et donc dont le métier était d'avoir des nouvelles idées. Et voilà, c'est comme ça que c'est né en fait. Et voilà, donc vous avez des rôles un peu complémentaires, on va dire, pour créer cette entreprise. C'est Alors ça, effectivement, parce que eux ils sont toujours d'ailleurs associés, pour en tout cas l'un d'eux, toujours associés opérationnellement à l'entreprise. Il s'appelle Jacques Pernaut, pour ne pas le citer. C'est lui qui a les idées aussi bien, enfin qui a les idées techniques concernant aussi bien le procédé que les produits. Il n'est pas tout seul dans l'équipe, bien entendu, il y a d'autres techniciens qui l'accompagnent, mais c'est quand même lui qui a un petit peu la matière grise de l'entreprise au plan technique. Et moi, je suis sur la partie administrative et commerciale pour développer l'entreprise, pour concrétiser d'un point de vue commercial toutes les idées qui sont amenées par Jacques. Est-ce que vous pouvez nous raconter donc, comment vous avez connu Laval Mayenne Technopole? Alors en fait, j'ai connu Laval Mayenne Technopole lors du Salon des entrepreneurs à Paris. Donc j'étais en train de construire ce projet. Je me disais donc, ben voilà, je cherchais une façon de construire ce projet. Et j'étais en live à l'époque, donc bon, je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. J'avais pas eu cette expérience avant. Et c'était un projet lourd, parce que c'est un projet industriel, donc je sentais bien que c'était pas facile. Je le voyais bien, de toute façon, je le vivais. Et donc, j'ai appris qu'il y avait ce salon des entrepreneurs que je ne connaissais pas avant d'ailleurs. Et je suis allé pour voir s'il y avait des idées, pour un peu glaner des informations. Et à cette occasion, j'ai rencontré Christian Travier sur le stand de Laval Mayenne Technopole. Et donc, Christian, à l'époque, m'a écouté, j'ai présenté mon projet, et donc il m'a fait part de Idénergie, du programme Idénergie, dont un des objectifs était de construire un business plan. Parce que j'étais en effet en train de construire un business plan laborieusement. Et donc ça m'a séduit, j'ai donc soumis un projet à Idénergie, et puis je vous raconterai la suite un peu plus tard. Mais c'est comme ça en tout cas que j'ai connu Idénergie et surtout Laval Mayenne Technopole. Voilà, c'est ça. Donc c'était en 2007. Hein. Alors je ne savais plus très bien l'année, mais si vous le dites, je veux bien croire. Oui, parce que c'était la première édition d'Idénergie. Donc j'avais dû rencontrer peut-être Christian, je ne sais pas, oui, voilà, un peu avant peut-être. En fait non, c'est ce que c'était février 2007. Ah, février 2007, voilà. D'accord. Donc c'est là que ça commençait. Et donc justement, comment s'est passée la sélection au concours Idénergie? Alors donc la sélection s'est finalement bien passée parce que j'ai participé au programme. Mais donc pour la petite histoire, donc il y avait je crois une douzaine de candidats qui avaient été présélectionnés sur les 53 que vous avez évoqués tout à l'heure. Et donc je faisais partie des 12 présélectionnés et sur les 12, 8 devaient rester. Donc chacun présentait son projet. Nous on avait déjà un certain degré d'avancement parce que j'avais déjà commencé le business plan, on avait fait quelques faisabilités. Dans l'équipe on avait des ingénieurs confirmés, moi-même j'avais déjà un certain parcours derrière moi. Puisqu'à l'époque, j'avais pas loin de 50 ans, donc on avait déjà un certain parcours, donc le projet était déjà assez mature. Et donc je comparais aussi, on avait discuté avec les autres candidats, donc je les avais écoutés, bon, j'avais l'impression que notre projet était quand même assez bien placé. Et puis donc, voilà, à la fin de la journée, je crois que c'était en avril ou mai 2007, à la fin de la journée, donc les résultats tombent, j'étais pas retenu, je crois que j'étais 9e sur 8. Ah, donc là j'étais un petit peu déçu parce que je pensais j'avais commencé un peu à me projeter effectivement sur la suite. Je cherchais absolument quelque chose comme ça, enfin une structure de ce type. Donc j'étais un petit peu dépité. Et donc je m'étais d'ailleurs ouvert à Christian. Je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce qui manquait dans le projet. Bon, c'est comme ça, un concours c'est un concours, il n'y a pas forcément d'explication à donner. Bon, voilà, je suis resté quand même la soirée, il y avait un dîner, bon, j'avais pas très faim, mais je suis resté sous l'eau. Et le lendemain, donc je vais repartir le lendemain de mémoire, puisque la session commençait immédiatement. Mais donc, comme je n'étais pas retenu, j'avais pas de raison de rester. Et donc le lendemain, j'ai appris que un des candidats qui avait été retenu, lui était reparti et n'avait pas compris qu'il fallait rester, donc finalement il désistait. Voilà. Et du coup, moi je passais de la 9e à la 8e place, brillamment. Et donc comme j'avais fait une fois d'ailleurs dans un discours, j'ai indiqué que j'avais été sélectionné par un concours de circonstances. Et donc voilà comment je suis rentré dans le système d'énergie. Voilà, un petit peu laborieusement, quoi, mais bon, finalement c'était l'essentiel, c'était d'en faire partie. Voilà. Et donc après, vous avez fait le parcours. Après, bien sûr, j'ai suivi le parcours tout à fait normalement, jusqu'au bout, jusqu'à avoir un business plan. Bon, le business plan, j'ai pas eu exactement à la fin de l'idée énergie,
Et j'ai rajouté un petit peu de quelques mois supplémentaires pour pouvoir faire aboutir le business plan. Mais enfin, ça m'a permis de maturer le projet. Ça a contribué à nous faire avancer. Ça a donné une structure à l'entreprise. Parce que moi, j'ai continué pendant cette période-là à faire des faisabilités. J'avais commencé déjà tout seul. Mais donc en étant structuré, accompagné tout simplement dans cette structure de Laval, de la Technopole, ça donnait déjà un peu plus de crédibilité aussi au projet. Quand on s'adresse, si vous voulez, à quelque interlocuteur que ce soit, quand vous êtes dans une structure, vous n'avez pas la même image que lorsque vous êtes tout seul à la maison, seul, quoi. Isolé, pour tout dire. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a des moments forts que vous vous souvenez d'Idénergie ? Absolument. Alors donc le premier, c'était un peu celui-ci, c'était quand même la sélection. Bon, ensuite, après on est rentré dans le parcours, donc là je me rappelle bien sûr de quelques passages. Il y a un point qui m'avait marqué, c'est lors d'un repas qu'on avait fait au Crédit Mutuel, au siège du Crédit Mutuel boulevard de Volnay. Il y avait donc François Daubert, qui était maire de Laval, mais il y avait des élections et il venait de perdre, je crois que c'était les élections municipales donc. Et donc il était prévu de nous accompagner pour ce déjeuner avec tous les participants à Idénergie. Et bon, c'était le lendemain des élections, je crois, enfin, les élections avaient lieu le week-end, et là je crois que c'était le lundi. Donc on se demandait, enfin moi je me demandais, et puis j'étais pas seul dans ce cas-là, je crois, est-ce que François Daubert va avoir le cœur à venir discuter, passer ce déjeuner avec nous. Et François Daubert est venu tout à fait normalement, il s'est intéressé à tous les projets, il a été tout à fait impliqué pour s'intéresser à chacun d'entre nous et pour jouer son rôle, quoi. Même si il venait de perdre les élections, une fois de plus, je ne sais plus si c'était les élections municipales ou d'autres, mais en tout cas, il venait de subir un échec électoral et j'ai trouvé que c'était très professionnel de sa part, donc ça m'avait frappé. Pour faire la politique à ce niveau, il faut quand même déjà une forte personnalité. C'était une preuve, moi j'avais pas vraiment de relation avec les responsables politiques avant d'être à Laval en fait, hein, parce que j'étais à Paris avant, donc je ne connaissais personne. Et là donc ça m'a fait connaître les responsables politiques, en tout cas M. Daubert, sous un jour que je ne connaissais pas avant, de la part d'un homme politique en général, pas spécialement M. Daubert. Et puis d'autre part, notre épisode, notre souvenir que j'ai, c'est un peu à l'image de mon entrée chez Idénergie, c'est la sortie, on va dire. Puisqu'il y avait encore un concours, vous voyez, moi, je suis vraiment une espèce bête à concours. Et donc, il y avait un prix qui devait être décerné à l'un des 8 participants. Donc là, à nouveau, j'étais assez optimiste. Voilà, oui, c'était un prix financier. C'était un prix, avec effectivement l'accompagnement financier. Donc bon, j'avais bien préparé ma présentation, j'avais même préparé le discours pour remercier en cas de victoire. Et non, finalement ça ne s'est pas encore passé, je crois que je suis arrivé deuxième, j'ai un peu une sorte de poule leader de création d'entreprise. Et donc, j'étais un petit peu dépité, bien entendu, bon, c'était comme ça, hein, c'était effectivement le jury qui en avait décidé ainsi. J'ai tout à fait accepté et ça n'a pas nui à l'avancée du projet. Mais ça m'a frappé quand même parce que j'avais quand même aussi pas mal compté sur le temps, notamment pour la partie financière. Et je crois quand même que cet échec de ma part a aussi fait réfléchir un petit peu Idénergie dans sa construction, puisque l'année d'après, il y avait non plus un prix, mais 2 prix. Donc je n'ai pas retenté ma chance la deuxième année, mais voilà, ça restait dans ma mémoire. Ce deuxième épisode, c'est des épisodes mais que j'ai tout à fait digéré, puisqu'une fois de plus, ça n'a pas altéré la progression du projet. Ça fait partie des difficultés qu'on rencontre aussi. Et il faut pas, de toute façon, c'est aussi une leçon, il ne faut pas tout miser sur les prix, les concours. Bon, ça fait partie des moyens, des aides potentielles, mais après tout, il y avait toujours une partie, il y a un coup de dé, hein, quand même, malgré tout. Donc il faut, il faut tenter. Vous voyez, j'ai quelques prix donc j'ai quand même participé à d'autres prix, à d'autres concours entre-temps. Même avant, en 2007, on avait gagné un concours du ministère de la Recherche. Enfin, gagné un concours, on avait été lauréat dans un concours. Donc on a quand même participé à quelques concours. Mais bon, il ne faut pas trop miser dessus. Un peu, mais pas trop. Et deuxièmement, il ne faut pas non plus passer son temps à ça, je pense. Voilà, c'est Parce que ça prend quand même beaucoup de temps, malgré tout. Oui. Une fois de plus, il y a aussi une part de chance, donc on ne peut pas tout mettre sur la chance pour avancer dans un projet. Bon.
Mais en tout cas, même si vous n'étiez pas de la Mayenne au Ah non, départ, j'étais pas du tout de la Mayenne, non. vous avez tout de même continué le parcours de la création d'entreprise en Absolument. Mayenne. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah alors, c'était clair qu'une fois que j'étais installé ici, bon, moi je savais que je ne pouvais pas être à Paris, parce que j'avais tenté aussi à Paris, et là j'avais compris que c'était vraiment pas l'endroit adapté pour ce genre de projet industriel. Bon, ça tombe sous le sens, mais puisque j'habite à Paris, j'avais commencé évidemment par contacter les technopoles de Paris. Donc là, je cherchais quelque chose de toute façon en dehors de Paris, et j'étais ravi de la Mayenne. Enfin, puisque j'étais sélectionné en Mayenne, que ça se passait bien. De temps en temps, je trébuchais un peu sur quelques concours, mais malgré tout, bon an, mal an, on avançait, à peu près au rythme prévu, à peu près. Au début, ça s'est passé vraiment comme je l'avais envisagé. Et donc, on a bien sûr continué le parcours ici. Moi, je me suis installé ici. J'ai continué ma vie à Laval, quoi. Voilà, parce que vous avez pris un bureau dans les locaux de la pépinière. Voilà, oui, alors je crois que ça faisait partie du jeu. Hein. Une fois qu'on avait fini Idénergie. Idénergie, merci. Là, je crois que ça s'appelle comment Idénergie. Voilà, maintenant, et après, c'est l'incubateur. Ça s'appelle l'accélérateur. Oui, l'accélérateur. Voilà, donc oui, une fois qu'on avait fini l'accélérateur Idénergie, donc on s'installe dans l'incubateur pour un délai de 2 ans maximum. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai continué de cette façon-là. Et c'est en fin d'incubateur, en 2009, que j'ai créé la société. Donc je pense, en tout cas, je suis resté encore un petit peu au-delà de 2009 dans l'incubateur, finalement, et pendant 2 ans, je pense. Et ensuite, j'ai cherché un atelier. Et donc, parce qu'il fallait un atelier pour produire. Il fallait un atelier pour acquérir notre première machine. Donc quand j'étais dans l'incubateur, on a conçu notre première machine. Donc on a fait sous-traiter cette opération. Et on a bien sûr participé à la conception de la machine et à sa réalisation, mais c'est un sous-traitant qui s'en est chargé. Et ensuite, il fallait accueillir cette machine, et c'est là qu'il fallait absolument trouver un atelier. Et donc, c'est une personne de l'incubateur qui m'a permis de trouver l'endroit où nous sommes aujourd'hui. C'est donc Damien Derouet, à l'époque, qui travaillait avec vous à Technopole, dans l'équipe, qui m'a mis en contact avec les responsables qui étaient au courant de ce qui se passait ici, là, sur ce territoire, des Cohérons, et qui m'a mis en relation avec les gens qui étaient en charge des Cohérons. Et voilà, de fil en aiguille, on a trouvé la pépinière, qui n'était pas utilisée autant qu'elle aurait pu l'être, et donc il y avait des opportunités pour nous. Et voilà, on s'est développé dans cette pépinière, et on a même fini par racheter la pépinière d'Evron, vous voyez. Donc on a poursuivi notre chemin. Oui, voilà. Oui, puis aussi maintenant, voilà, c'est ça, vous avez vos propres locaux, une surface assez importante. Hein, on a 1000 mètres carrés, voilà. on a 1000 mètres carrés, on a une parcelle de pas loin d'1 hectare, donc on a encore les moyens de se développer largement sans bouger, ce qui était aussi un objectif important pour nous, puisque nous sommes dans le médical, et à chaque fois, dans le domaine médical, à chaque fois qu'on fait le moindre changement, il faut vraiment justifier ces changements et surtout valider que les changements n'ont pas d'incidence négative sur le produit et donc pour le patient. Donc c'est très lourd. Donc je peux vous dire qu'un déménagement, c'est extrêmement onéreux et compliqué, notamment pour des raisons réglementaires. Et donc il était important pour moi de pouvoir trouver un endroit sur lequel on pouvait se développer sans être amené à changer de locaux, à déménager, quoi, tout bêtement. Et c'est vraiment ce que la pépinière d'Evron nous a permis d'obtenir. Donc ça, c'est un critère essentiel. Très important, très important de pouvoir nous développer sur place. Bon, bah, ça, c'est très bien, on a répondu à la question qu'est-ce qui était important pour vous. Ça, c'est bon. Et sinon, avec le recul aujourd'hui, car c'est une innovation de procédés. Oui. Donc, alors, c'est une innovation de procédés et de produits. D'accord. De procédés et de produits, parce que le procédé innovant permet d'aboutir à des produits innovants. Voilà. C'est-à-dire que ce produit que nous fabriquons, aucun autre fabricant ne peut l'obtenir. Parce que notre procédé est différencié. C'est très important. Voilà, oui. C'est très important, c'est nos brevets, bien entendu, qui nous protègent de la concurrence, mais c'est aussi notre savoir-faire. On a un savoir-faire quand même, on a passé beaucoup d'années sur ce procédé, on a des techniciens de bon niveau, de très bon niveau, vraiment dédiés aussi, on est très pointu dans notre domaine, donc on a quand même un savoir-faire très pointu. Vous voyez, et donc on est très difficilement imitable. Et je dirais notre savoir-faire est une des raisons majeures qui nous protège, un facteur de protection majeur de notre activité. Et donc on a effectivement des produits qui apportent des avantages dans le domaine dentaire que les autres ne peuvent pas revendiquer, que les concurrents ne peuvent pas revendiquer. C'est un processus assez long. Qu'est-ce qui vous a fait tenir sur la durée ? Alors c'est un processus déjà industriel, donc c'est long, médical, donc il y a toute une partie réglementaire très lourde, donc effectivement c'est lourd, je ne peux pas dire mieux, et puis avec une vocation internationale.
c'est tellement pointu comme domaine qu'on ne peut pas envisager de développer ce type de projet uniquement pour le marché français. Donc il faut avoir une vision internationale. Donc, oui, dès le départ. Dès le départ. Vous ne pouvez pas avoir ce projet uniquement pour vous développer en France. C'est pas possible. C'est pas financièrement envisageable. Enfin, ce serait très risqué. C'est-à-dire qu'il faudrait envisager de prendre des très grosses parts de marché. Et ça, c'est toujours prétentieux ou risqué de penser qu'on va devenir un leader du marché en venant de nulle part et de devenir un leader du jeu. C'est quasiment du jour au lendemain. Donc, il faut avoir une vision internationale. Et donc, qu'est-ce qui nous a fait tenir ? D'abord, on connaissait, si on était confiant dans nos possibilités, dans nos capacités à conduire ce projet, c'est qu'on avait déjà un parcours derrière nous, quand même de l'expérience. On connaissait la partie industrielle, la partie marché aussi, on connaissait ce marché-là, donc on savait où on allait quand même, et on savait ce qu'on pouvait apporter de différent. Voilà, on voyait bien que que si on avait un produit correct, compétitif, le marché était porteur et en croissance. Donc on était confiant sur ce point-là qui est très important. Il y avait un marché déjà, si vous voulez. On n'a pas créé le marché, on est arrivé sur un marché existant qu'on connaissait. Et ensuite, qu'est-ce qui nous a permis de tenir ? Alors, il y a plusieurs aspects. Déjà, il y a notre caractère, notre personnalité qui fait qu'on est relativement persévérant. On est quand même, je dis ça, je parle des fondateurs en général, des fondateurs de Neolix, et notamment Jacques Pernaut et moi-même. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'apprécie, c'est qu'on a ces points communs qui est la persévérance, et tant qu'on n'a pas réussi, on ne lâche pas l'affaire facilement. Bon, après, financièrement, on a été financé déjà par nous-mêmes. On a pris certains choix personnels qui nous ont permis d'avoir des moyens financiers, parce que même avant de créer l'entreprise, il fallait arriver à tenir sans être salarié. Oui. Donc, voilà, on a pris les décisions qu'il fallait pour ça. Et puis ensuite, en créant l'entreprise, on a fait... et c'est aussi les raisons pour lesquelles il fallait faire un business plan qui était bien fait. Et donc, c'est pour ça qu'il était important d'être accompagné pour pouvoir faire d'emblée rentrer les investisseurs. Donc, avoir un business plan qui était vendable, pour appeler un chat un chat, c'est-à-dire qui était crédible pour les investisseurs. C'est tombé aussi à un bon moment. Vous voyez, on a raté certains concours, mais on a eu d'autres moments plus de chance, puisque c'était à l'époque où le gouvernement avait défini ce qu'on appelle le paquet fiscal, qui permettait aux investisseurs dans les nouvelles entreprises, dans des entreprises innovantes, les jeunes entreprises innovantes, je pense, d'être défiscalisés à hauteur de 75% à l'époque de leur investissement. Donc, ça a créé aussi une opportunité pour les entreprises comme nous. Et donc, ça nous a permis d'attirer des investisseurs, aussi bien des business angels que, ça pour cette raison-là, notamment, principalement, et puis également des fonds d'investissement régionaux qui nous ont accompagnés, alors pas forcément sur le premier tour de table, mais au fil du temps, puisqu'on a fait plusieurs tours de table, on a fait rentrer des investisseurs pendant toute la période des 5 ans que j'ai défini tout à l'heure, entre 2009 et 2014, on était en R&D, uniquement dédié à la R&D, donc on avait besoin de moyens pour faire avancer notre projet techniquement, et donc effectivement on a été soutenu, on a été aussi très prudent sur nos dépenses, je ne vous cache pas, je pense qu'on a fait attention à nos dépenses, mais on a aussi eu des moyens qui nous ont permis d'avancer. Puis on a eu des bons partenaires également pour nous accompagner au plan technique notamment, et puis sur des aspects aussi bien juridiques que comptables, on a été aussi bien accompagnés localement. Donc c'est un ensemble de facteurs. Et puis on n'a pas lâché l'affaire, je dirais, parce qu'on a rencontré bien sûr des obstacles, on a eu des moments où on doutait même de la possibilité d'y arriver un jour. Forcément, tant qu'on n'est pas arrivé au bout, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment possible de le faire finalement ? Et donc on n'a pas lâché l'affaire, et puis on a rencontré aussi des gens qui nous ont aidés, qui nous ont apporté, notamment, je dois le citer, un Américain qui s'appelle John Maxwell, qui est décédé entre-temps, qui est un endodontiste vraiment très 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 connu, qui nous a apporté une aide technique précieuse pour résoudre certaines difficultés, parce qu'il avait également des compétences métallurgiques et que ça nous a été très utile, ça nous a permis de franchir un cap sur les difficultés qu'on rencontrait. Donc voilà, on s'est accroché et on a finalement réussi à un moment donné à résoudre la plupart des questions qui nous ont permis de lancer un produit en 2014 avec un procédé qui marchait à peu près. Attention, au début, c'était vraiment pas formidable. Et puis ensuite, comme ça, le produit avait vraiment un attrait particulier sur le marché, il était très original. C'était jamais vu, si vous voulez. Donc tout de suite, ça a attiré l'attention, y compris d'un partenaire d'une entreprise du secteur
qui nous a fait confiance pour qu'on fournisse ce type de produit, donc ça nous a fait tout de suite de l'activité. Et donc on a eu tout de suite des rentrées d'argent importantes. Et donc voilà, on a pu avancer pour surtout, et on s'est concentré pour améliorer notre procédé. Vraiment, on s'est concentré sur l'amélioration du procédé qui au début était vraiment moyen. Donc il y avait beaucoup de rebut, c'était ça la conséquence. Et donc on a fait avancer notre procédé, progresser notre procédé en achetant des nouvelles machines, enfin en développant des nouvelles machines, en les améliorant au fil du temps. Et puis toutes les opérations annexes également de fabrication, on a vraiment fait progresser ce procédé jusqu'à arriver à une performance qu'on a aujourd'hui qui est vraiment tout à fait à la hauteur du secteur souris. On est aussi bon, fiable, avec un taux de rebut pas pire que ce que rencontrent nos concurrents. Donc on est compétitif, quoi. Même si on peut encore améliorer des choses, notamment pour tout ce qui est opération en dehors de l'usinage, tout ce qui est assemblage, notamment, il y a beaucoup d'opérations manuelles, donc on est en train de construire des projets pour automatiser ces phases annexes qui sont quand même onéreuses et qui sont surtout lentes. Donc on doit améliorer ça, on y travaille. Mais le cœur de notre projet, qui est l'usinage par électroérosion, là vraiment on maîtrise ça très très bien. D'accord. Et selon vous, c'est quoi l'innovation ? Alors, selon moi, l'innovation consiste à marier à la fois la possibilité de rêver, d'imaginer des choses qui n'existent pas, des solutions peut-être parfois extraordinaires, même si c'est un niveau modeste qui est le nôtre, puisque nous travaillons sur une petite niche de marché. C'est associer ou marier cette capacité à rêver et le réalisme nécessaire pour pouvoir justement concrétiser ce rêve, construire le chemin finalement qui va nous permettre d'aboutir jusqu'au résultat. Alors je dis ça en toute humilité parce que nous sommes toujours, nous, au début de notre histoire d'une certaine façon, mais ça fait déjà 11 ans qu'on a créé l'entreprise, mais nous représentons encore une toute petite part de marché, donc on a énormément de preuves à faire pour montrer finalement, pour démontrer que notre projet est bon, même si on a réussi économiquement à équilibrer nos comptes, donc ce qui n'est pas toujours le cas pour un projet innovant, mais en tout cas on a encore des grosses marges de progression, et donc aujourd'hui on se doit d'être humble. Donc voilà, c'est marier le rêve et le réalisme. Je dirais, c'est pour illustrer un peu le propos, c'est un peu d'être capable d'avoir la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Voilà, c'est un peu ma vision des choses. Et toujours quand même se poser la question, bien entendu, et c'est le propre du réalisme nécessaire, de l'utilité de l'innovation pour la société, et je dirais aussi de son respect. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avancer, bien sûr, pour détruire en même temps qu'on avance. En tout cas, c'est pas notre vision des choses. Voilà, donc c'est dans le respect des gens et de l'environnement. Voilà un petit peu ma vision de l'entreprise innovante, en fait, au-delà même de l'innovation. Merci Xavier Roland pour ces partages sur votre parcours de créateur d'entreprise innovante. Grâce à votre participation à Idénergie, vous avez pu découvrir la Mayenne et continuer ensuite le projet et créer Neolix sur le territoire. En effet, le territoire de la Mayenne avait des atouts pour que vous puissiez développer ce projet industriel innovant dans de bonnes conditions. Je retiens également l'expérience professionnelle et les complémentarités dans l'équipe fondatrice qui ont participé à l'aboutissement de Neolix. À Laval Mayenne Technopole, nous accordons de l'importance à la notion d'équipe ou d'entourage de l'entrepreneur, car l'équipe est déterminante pour la suite d'un projet. Et comme Xavier Roland l'a bien expliqué, la persévérance est une composante clé. D'ailleurs, cela me fait ma transition, puisque je peux déjà rebondir sur cette notion de persévérance, car mon invité de la semaine prochaine va également témoigner sur ce point essentiel à toute personne qui entreprend. Alors, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures entrepreneuriales innovantes en Mayenne. Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt25ans.substack.com. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.